Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Ulysse Pereira. Je suis ingénieur de recherche au sein de l'unité biomécanique et bioingénierie de l'Université de technologie de Compiègne. Aujourd'hui, je vais vous parler des organes bioartificiels qui font partie du domaine de ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. C'est quoi un organe identifié? Oula, si tu sais pas ce que c'est un organe bioartificiel, il faut déjà que je t'explique ce que c'est un organe. Et pour comprendre ce que c'est un organe, le plus simple, c'est de parler de comment fonctionne le corps humain. Pour le dire très simplement, il faut s'imaginer que le corps humain fonctionne un peu comme une grande ville. Dans cette grande ville, il y a plein de bâtiments. Par exemple, il y a la mairie. Alors la mairie, c'est le lieu où tout se décide. C'est elle qui va faire les lois, ce qu'on a le droit ou ne pas faire dans cette ville, et ce que doivent faire les autres bâtiments. Pour une image plus simple, c'est un peu comme la maîtresse qui, dans sa classe, vous dit ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire, et quelles sont les activités que vous devez faire à chaque moment. Dans le corps humain, on appelle ça, ce bâtiment, on va l'appeler un organe, et par exemple, la mairie, ça va nous donner le cerveau. C'est pareil, c'est l'organe qui va définir ce que les autres organes doivent faire. Dans cette ville, on a aussi des usines. Alors, dans la ville, on a des usines qui fabriquent des choses. D'accord? Il y a des usines aussi qui recyclent les déchetteries où on transforme les déchets en d'autres choses. Et bien, dans le corps humain, c'est un organe qui s'appelle le foie. Et oui, vous l'avez déjà entendu parler de ce foie. C'est un organe qui est une véritable usine et qui transforme, qui fabrique en permanence plein de choses. On a aussi des routes qui relient tous ces bâtiments entre elles. Dans le corps humain, on va appeler ça le système vasculaire, ou pour dire plus simplement, les vaisseaux qui transportent le sang. Ensuite, dans ces bâtiments, il y a des gens qui travaillent. Dans la mairie, on va appeler ça des fonctionnaires. Dans le corps humain, on va appeler ça des cellules, et elles vont avoir des noms différents en fonction du métier qu'elles occupent. Dans le cerveau, l'équivalent un peu de la mairie, on appelle ça des neurones. Dans le foie, qui est l'équivalent d'une usine, l'usine on appelle ça un ouvrier, dans le foie on appelle ça un hépatocyte. Dans le sang, on a à la fois des globules rouges, qui sont là en fait comme des petits camions qui transportent des choses. Alors ils peuvent transporter, la plupart du temps ils transportent, on va dire de l'oxygène, donc le corps fonctionne bien. Et on a aussi des globules blancs qui, eux, sont la véritable police du corps. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que dans le corps humain, on a en fait aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, ça va être l'environnement. C'est tout ce qui entoure l'activité des cellules, ou des ouvriers si tu préfères, des petites cellules, des petites gens qui travaillent à l'intérieur. Alors un environnement, dans les cellules, il y a plusieurs choses qui peuvent impacter. Il y a l'organisation spatiale, la stimulation physique ou chimique, qui sont un événement qui va être capté par une cellule et qui va faire une réaction en retour. Et la rigidité du support, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas clair? Tu as raison. Peut-être que nous, les scientifiques, on aime bien mettre des fois des mots très compliqués sur des choses très simples. Alors, on va essayer de l'expliquer un petit peu plus simplement, si tu le permets. Alors, on va reprendre un peu ça à la base. Déjà, nos cellules, comme tu peux le voir, elles aiment être organisées en 3 dimensions. 3 dimensions, c'est quoi? Quand tu regardes le petit personnage de Paper Mario que tu vois ici, tu vois qu'il est tout plat comme une feuille. Nous, on n'est pas comme ça. On a un volume, on a une forme qui, dans les 3 dimensions, occupe un espace. Et bien nos cellules, elles n'aiment pas être sur un support tout plat comme une feuille. Elles ont besoin d'avoir quelque chose qui soit en 3 dimensions, qui est un volume. Ensuite, nos cellules, elles ont horreur d'être toutes seules. Elles aiment travailler en groupe, comme tu peux voir ici. Bon, c'est simple pour imaginer ça, c'est dis-toi, est-ce que toi, dans ta classe, tu travaillerais de la même façon si tu étais tout seul avec la maîtresse, ou si vous êtes toute la classe avec la maîtresse? Comme tu vois, ton environnement, le fait qu'il y ait ou pas tes camarades, va jouer sur ton activité. Quand je parle de rigidité du support, il faut t'imaginer un petit peu comme Boucle d'Or. Tu sais, la petite fille qui dormait dans les lits avec les trois ours. Elle n'aimait pas le premier lit parce qu'il était trop dur, elle n'aimait pas le second lit parce qu'il était trop mou, et elle trouvait que le troisième, c'était parfait pour dormir. Nos cellules, pour travailler, c'est la même chose. Il ne faut pas que le support où elle réside, ça veut dire l'endroit où elle s'appuie, soit trop dur, trop mou. Il faut qu'il soit parfait. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé de stimulation et tu n'avais pas l'air de bien comprendre. Alors on va essayer de rendre ça un tout petit peu plus simple. Quand on parle de stimulation mécanique, c'est-à-dire qu'on va exercer quelque chose qui va faire que les cellules vont réagir en retour.
Par exemple, quand on parle de stimulation mécanique, ça veut dire qu'on va venir tirer sur nos cellules. C'est un peu comme si on les mettait dans un club de sport où on les force à faire du sport. Cette stimulation, donc en fait, elle est la salle de sport, elle peut être bénéfique. Évidemment, quand tu fais du sport, tu es en bonne santé, mais si tu en fais trop, eh ben, ça peut finalement être, on va dire, nocif, ça peut te rendre malade. On a d'autres types de stimulation, comme la stimulation électrique. Cette stimulation, c'est un peu comme toi quand tu regardes un dessin animé. Si tu regardes un dessin animé qui te plaît, tu es content, tu es heureux. Par contre, si je te mets un film d'horreur, eh ben, ça va te rendre pas bien, ça va te rendre malheureux. Les stimulations chimiques, ça c'est plus simple. C'est comme toi quand tu prends un verre de jus orange le matin, si tu en prends un, ça va te donner de l'énergie, ça donne des vitamines. Par contre, si tu en prends 10, tu risques d'être malade. Et donc il y a des choses comme ça. On peut donner soit des choses qui sont bonnes pour nos cellules, qui vont faire qu'elles vont mieux travailler, ou au contraire des choses qui ne sont pas bonnes pour elles et qui peuvent les empoisonner. Et tout ça, comme tu vois, ce qu'on appelle son environnement, donc les stimulations et leur sonorisation, vont faire que nos cellules vont travailler plus ou moins bien. Alors, le corps humain, c'est une usine, c'est une ville qui est formidable. Surtout parce que dans les 99% du temps, eh ben, elle se gère toute seule et elle se répare toute seule quand quelque chose ne va pas. Malheureusement, parfois, eh ben, ça ne suffit pas. Et là, il va falloir aider un peu cette ville, donc nos organes. Alors, dans un premier temps, il y a très longtemps, et même encore aujourd'hui, là, notre premier réflexe a été d'utiliser notre environnement, en fait, ce qui nous entoure, pour dire simplement, les produits qu'on avait à disposition. Et de ces produits, on a tiré ce qu'on appelle des médicaments traditionnels. Par exemple, on mâchait des racines, on mâchait des feuilles. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas, ça changeait un petit peu. Alors, dans ces médicaments traditionnels, souvent, dans ce qu'on prenait, des racines, des feuilles par exemple, il y avait une substance, c'est-à-dire une toute petite partie de ce qu'on prenait, qui était vraiment efficace. Le développement a permis en fait, de développer ce qu'on appelle maintenant les médicaments modernes, où on a sorti ce qui marchait, et du coup on a purifié, et on ne prenait que cette partie du médicament, et ça c'était beaucoup plus efficace. Sauf que des fois les médicaments, ça n'est toujours pas suffisant. Alors on va utiliser ce qu'on appelle des machines, qu'on appelle des organes artificiels. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Souvent, on parle du rein artificiel. C'est une grosse machine, comme vous pouvez voir ici. On branche cette machine au sang du patient et la machine va nettoyer le sang du patient et lui permettre d'aller un petit peu mieux. Malheureusement, dans quelques cas rares, mais qui existent malheureusement, ce n'est pas suffisant et il faut trouver des nouvelles solutions, ce que nous on appelle une nouvelle thérapie. Nous, on propose d'utiliser ce qu'on appelle des organes bio-artificiels. Ce sont des organes qui vont en fait allier à la fois souvent un peu de machine à des cellules, donc du vivant, pour permettre à la personne d'aller mieux ou de mieux comprendre comment la soigner. Alors, cette apparition des organes bio-artificiels a été permise par l'évolution technologique et l'avènement d'une métadiscipline qu'on appelle la bioingénierie, qui regroupe en fait plusieurs disciplines ou thématiques de recherche, donc qui comprend par exemple l'électronique, la biologie, la neurobiologie, la chimie, la biochimie, les mathématiques, les statistiques, la physique, l'électrique, l'ingénierie électrique, l'ingénierie informatique, plein de disciplines. Moi, je ne rien prendrai. D'accord, alors excuse-moi, alors je vais essayer de redire ça plus simple. Pour comprendre comment ça a été permis, c'est comme si ton professeur de physique travaille avec ton professeur de maths, qui travaille avec le professeur de bio, qui travaille avec le professeur d'informatique, qui travaille avec le professeur d'électronique, le professeur de chimie, et que tous travaillent au sein pour développer quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu faire tout seuls. C'est comme s'ils se mettaient tous à travailler pour créer quelque chose de nouveau. C'est un peu ça. Alors nous, comme on t'a dit, pour créer des nouveaux organes ou des nouveaux tissus, on va mettre des cellules, donc les petits bonshommes qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, si tu veux faire du foie, tu vas mettre des ouvriers qu'on appelle les hépatocytes dans une matrice. La matrice, c'est le bâtiment vide qu'on va assembler de façon à ce que le bâtiment soit vide pour que nos cellules puissent venir habiter dedans. Et on va ajouter ce qu'on appelle de l'environnement extérieur ou des facteurs qui vont faire que soit elles vont travailler mieux, moins moyen, ça dépend ce qu'on veut. Ensuite, grâce à des techniques d'ingénierie tissulaire, alors c'est un gros mot pour dire simplement, c'est juste qu'on a différentes techniques pour fabriquer ces organes et on va voir plein de petits organes qui apparaissent. Alors tu me diras, c'est quoi l'intérêt de faire des organes bio-artificiels? Alors en fait, tu vas voir que finalement, il y a 4 intérêts pour nous scientifiques.
Le premier, c'est comprendre. Nous, les scientifiques, on aime bien comprendre ce qui se passe et savoir comment tout fonctionne. Alors, c'est un peu comme toi quand tu démontes un jouet pour comprendre comment il fonctionne. Et bien, nous, c'est pareil. Alors, soit on peut fabriquer un organe pour savoir comment il fonctionne en temps normal. Donc là, on va prendre ce cas-là, on va faire un organe sain, on va juste comprendre comment il fonctionne. Soit aussi, on peut recréer un organe qui est malade. Tu vas me dire, c'est quoi l'utilité de créer un organe qui est malade? Eh bien, c'est déjà de comprendre pourquoi il est malade et comment soigner cette maladie, comment la combattre. Ça, c'est le premier domaine, c'est la compréhension. Ensuite, il y a la prédiction, prédire. Alors, c'est pas prédire l'avenir comme dans une boule de cristal, hein, mais en fait, c'est de savoir, pouvoir déterminer à l'avance si une substance, donc si un produit, va être un poison ou un futur médicament. À l'heure d'aujourd'hui, tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais souvent, pour savoir ça, on va tester sur des petits animaux, et c'est pas très bien, parce que ça fait ça. On tue des animaux pour ça, et c'est triste. Mais il faut le faire. Là, avec le développement de ce que nous, on apporte, un jour, on n'aura plus besoin de faire ça. On pourra utiliser des organes qu'on aura recréés et on pourra tester la substance qu'on veut voir et on regarde ce que ça fait à notre organe. Si ça le tue, si ça le rend malade, on sait que c'est un poison. Et si au contraire, on a créé un organe qui est malade et que ça le soigne, on sait que c'est un futur médicament. Ensuite, un autre intérêt de créer des organes bio-artificiels, c'est de soigner. Alors soigner, c'est important de comprendre que c'est temporaire. C'est un peu comme toi avec un pansement. Imaginons, tu viens de te couper, tu vas mettre un pansement dessus. Eh bien, tu mets le pansement, ça joue comme le rôle d'une peau, c'est comme, on va dire que c'est un organe bio-artificiel que tu vas mettre jusqu'à que tu aies cicatrisé, et ensuite, une fois que tu as cicatrisé, tu vas retirer le pansement. Donc tu vois, c'est temporaire. Ça sert quand tu es pas bien, quand tu es malade, et quand tu vas mieux, tu le retires. C'est un peu l'idée du soigner. Réparer. Alors réparer, c'est un peu comme soigner, sauf que ça dure dans le temps. En gros, tu vas remplacer un cœur par un cœur, un poumon par un poumon. Donc l'organe qui est malade, le bâtiment qui est malade dans ta ville, tu vas le remplacer par un nouveau bâtiment qui va rester toute ta vie. Maintenant, je vais vous parler de ce que nous on fait dans nos laboratoires de recherche. Et plus précisément, je vais vous parler de 2 doctorants qui travaillent avec moi et je vais vous présenter un peu leurs travaux. Moi, je ne comprends rien. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Doctorant, peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est un doctorant? Déjà, un doctorant, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'école. Alors, pour te donner un ordre d'idée, il aura fait 5 ans de primaire, 4 ans de collège, 3 ans de lycée, 5 ans d'études supérieures, pour finalement travailler 3 ans dans un laboratoire pour essayer de trouver quelque chose. Alors, on va commencer par, je vais te présenter un petit peu Lilandra, que tu vois ici, est une doctorante en fin de cycle, ça veut dire qu'elle va être docteur en sciences. Alors elle, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye de faire un petit foie sur lequel elle va tester différentes choses pour savoir si ces choses sont des poisons ou des futurs médicaments. Pour cela, elle va utiliser un bâtiment vide qu'on va appeler un scaffold et qui est une micropuce de PDMS. Alors qu'est-ce que c'est une micropuce de PDMS? En fait, il faut imaginer un petit cube de plastique transparent et dans laquelle il y a une sorte de labyrinthe en 3 dimensions à l'intérieur. En plus, comme tu vois, il y a des tuyaux. Dedans, on peut faire circuler un liquide. Est-ce que ça te rappelle quelque chose, ce liquide? Oui, du sang. Effectivement, on va faire un peu ce qui se passe chez nous. Nos organes sont perfusés, ça veut dire qu'ils sont irrigués en permanence par du sang. Alors, dans ce petit labyrinthe, elle va mettre un gel que tu vois ici, qu'on appelle nous un cryogel, car il a durci, on va dire chez nous réticulé, dans du froid, et en fait il va occuper tout l'espace du labyrinthe. Et ça va créer un petit peu, comme tu peux voir ici, des pores, des trous, c'est un peu comme une éponge. Tu as déjà vu une éponge? Bah, tu regardes, ça a plein de petits trous. Et nos cellules, elles adorent ça, ces trous-là. C'est un peu comme un immeuble. Et donc, elles vont venir se mettre dans ces petits trous et pousser. C'est ce que tu vois ici, c'est les cellules, on va les mettre dedans. Donc c'est comme si tu avais une usine vide et que tous les ouvriers rentraient dedans pour travailler. Comme tu peux voir sur cette photo-là, on voit que nos ouvriers, nos cellules, sont venus se mettre dans ce gel. Et on le voit encore mieux ici. Ce que tu vois là, ce sont des cellules avec des couleurs différentes, certes, qui te marquent soit le noyau, c'est-à-dire une des petites fractions du cellule, mais ce que tu dois voir, c'est qu'ici, tout l'espace est occupé. Alors, en fonction de
le type de cellules. Si on met des ouvriers qui sont en bonne santé, on aura un foie qui sera normal et sur lequel on va pouvoir utiliser des choses pour savoir si c'est ou non des poisons. Donc en gros, si ce qu'on met sur nos cellules, ça leur fait du mal, ça les tue, on sait que c'est un poison. Si ça ne leur fait rien, on peut dire que ce n'est pas dangereux. Maintenant, si je mets des cellules qui sont malades et que je mets une substance qui est dessus et qui soigne les cellules, alors je peux dire que c'est un futur médicament. Donc, quand on essaye de tester des poisons sur un organe sain, on va appeler ça que c'est la toxicologie. On va essayer de savoir à l'avance si une substance est toxique ou non. Si on le met sur un organe qui est malade, là on est plutôt dans du drug screening et en fait on va juste essayer de trouver des nouvelles molécules, des nouveaux médicaments pour soigner des maladies. Le travail de Mattia Pasqua, qui est aussi un doctorant, qui a soutenu et qui est maintenant docteur en sciences. Alors lui, ce qu'il essaye de faire, il veut faire un foie portable et un foie qui pourrait permettre aux gens qui sont très malades du foie d'attendre la greffe. Alors c'est un peu compliqué. Le foie est un organe qui est très important. On a vu que c'était une grosse usine. Sauf que quand cette grosse usine est très malade, malheureusement, les gens, la seule solution à l'heure actuelle, c'est de remplacer ce foie par le foie de quelqu'un d'autre. Tu vois, malheureusement, il n'y a pas souvent de foie disponible. Et les gens, malheureusement, peuvent arriver qu'ils meurent en attendant ça. Donc nous, il faut qu'on trouve une solution pour essayer de sauver un maximum de gens. Alors Mathias, ce qu'il a proposé, c'est d'utiliser des billes de gel. Donc c'est un hydrogel qu'on appelle l'alginate. C'est issu des algues et qui fait en fait un peu comme les... Je ne sais pas si tu as déjà vu ces petites billes dans les pots des fleuristes. C'est un peu la même idée, sauf que c'est beaucoup plus petit. Dans ces billes, il va mettre des cellules de foie. Les cellules vont venir coloniser, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer et occuper toute l'espace de la bille. Et ça va devenir, chaque petite bille va devenir, en gros, un petit bout de foie. On va les mettre dans ce qu'on appelle un bioréacteur. Un bioréacteur, c'est juste un gros récipient dans lequel il y a toutes les billes. Et on va faire passer le sang d'un patient malade par le bas. Et ça va faire agiter les billes. Un peu comme si toi, tu mettais un jet d'eau avec des billes, tu vas avoir tes billes qui vont commencer à s'agiter, et bien là c'est le même principe. On fait passer le sang du patient malade, et le foie, toutes les petites billes vont agir comme plein de petits foies qui vont soigner le sang du patient malade. Alors évidemment, ce bioréacteur-là, on ne le met pas directement sur le sang du patient. On a développé une très grosse machine que tu peux voir là, avec 4 bioréacteurs, dans lesquels on va venir connecter le nôtre, et on va relier au vaisseau du sang du patient, et on va faire passer le sang malade du patient ici. La machine avec les cellules vont le rendre sain, ça veut dire qu'il sera plus malade et on va lui injecter. Ça va permettre soit à la personne d'attendre un nouveau foie, qu'on puisse lui changer par un autre foie, soit même que son foie lui se répare. Et oui, le foie peut se réparer, il peut ce qu'on dit, ça s'appelle la régénération, il peut se régénérer. D'ailleurs, le foie c'est le seul organe que si tu coupes un bout, il repousse. Malheureusement, quand il est trop malade, il n'a pas le temps de repousser. Le fait d'utiliser ce genre de machine pourrait lui permettre de se réparer tout seul. Alors, comme on a pu le voir, l'ingénierie tussilaire, donc le fait de fabriquer des organes bio-artificiels, peut servir à plusieurs choses. Comprendre, prédire, réparer et soigner. Mais dans le futur, il est possible aussi qu'apparaisse la notion d'amélioration. Ça veut dire qu'on va pouvoir améliorer les gens en rendant, par exemple, des organes plus performants. Mais tout ça, ça soulève des problèmes d'éthique. L'éthique comme une petite bête. Alors là, on touche à de la philosophie. Je vais laisser une de nos philosophes qui travaille avec nous t'expliquer ce qu'est l'éthique. Alors, faire de l'éthique, c'est réfléchir sur le monde dans lequel on voudrait vivre. C'est se poser des questions comme quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que le bien? Ou encore, a-t-on envie de vivre dans un monde où les capacités des êtres humains sont augmentées par la science et la technologie? L'éthique a 2 particularités. D'abord, contrairement aux mathématiques, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ensuite, pour faire de l'éthique, il n'y a pas besoin de tout savoir. C'est à la portée de tous. Et c'est même mieux quand il y a plusieurs personnes qui y réfléchissent. Parce que plus il y a des personnes différentes avec des compétences variées, plus la réflexion sera riche. Au final, faire de l'éthique,
c'est un travail collectif. Voilà, maintenant c'est fini, je vais vous laisser doucement vaquer à vos occupations. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Manon Guillet, qui est la doctorante en philosophie, qui vous a expliqué un petit peu ce qu'était l'éthique, Mathia Pasqua, le jeune docteur qui vous a montré comment faire un foie bio-artificiel pour soigner des gens, et Lilandra Boulet, la personne qui prédit à l'avance si les molécules, les substances seront toxiques ou pas. Je tiens aussi à remercier Darius Pereira, la jeune petite voix qui vous a fait l'écho des jeunes enfants. Écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.